Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être sur Télé Africa. Merci d'être au rendez-vous de votre émission du mardi 21h, le grand rendez-vous, une émission consacrée aux sujets qui font l'actualité au Gabon. Ce lundi 26 mai 2025, le Sénat, la première chambre du Parlement gabonais, a interpellé les ministres Régis Onanga Ndiaye, ministre des Affaires étrangères, et son collègue du gouvernement Herman Imungo, ministre de l'Intérieur, au sujet du différend qui oppose le Gabon à la Guinée équatoriale. Vous le savez, le lundi 19 mai dernier, la Cour internationale de justice avait donc rendu public son arrêt au sujet des îles Mbagné, Konga, Cocotier, mais également au sujet de la ligne de démarcation terrestre entre le Gabon et la Guinée équatoriale. Et cet arrêt avait donc affirmé la propriété ou la primauté de la Guinée équatoriale sur les îles Mbagné, Konga et Cocotier, et avait également mis en relief que certaines régions aux alentours de Mongomo et des Bébéines étaient donc du côté du territoire gabonais. Ces deux membres du gouvernement ont donc fait un exposé exhaustif aux sénateurs et il ressort de cette interpellation que le gouvernement gabonais est donc prêt à négocier si la Guinée équatoriale évidemment allait dans ce même sens, mais le Gabon qui est pour une application stricte de cet arrêt de la Cour internationale de justice. C'était donc l'introduction de cette émission qui, elle, dans son entièreté, sera consacrée à ces réformes initiées par le nouveau ministre de l'économie, des finances, de la dette et de la lutte contre la vie chère, Henri-Claude Oyima, qui, quelques jours après sa nomination le 5 mai dernier en tant que membre du gouvernement, a donc pris des mesures dans le sens de la réforme, allant notamment dans sa volonté et celle exprimée par Brice Clotaire Oligui Nguema lors de la dernière campagne électorale d'avoir une parfaite maîtrise des finances publiques. Nous allons donc faire le point sur cette volonté du gouvernement de maîtriser la dépense publique à travers cette décision prise par Henri-Claude Oyima en tant que ministre des Finances de mettre un arrêt au paiement des baux administratifs suite à un courrier adressé à certaines entités sous tutelle qui mettent en relief un certain nombre de dysfonctionnements observés. Avec mes deux invités, on va donc mettre la loupe sur cette initiative prise par le ministre de l'Économie et des Finances. J'ai le plaisir de recevoir ce soir Fridolin Mvemessa en sa qualité de sénateur de la transition. Monsieur Mvemessa, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Ange. Je rappelle également que Fridolin Mvemessa est l'un des leaders de la société civile gabonaise. Vous le savez évidemment puisqu'il a présidé pendant plusieurs années aux destinées de l'Union des syndicats de l'administration publique, l'USAP, et également du Sénat. C'est bien ça? Tout à fait. Et je reçois aussi Pascal Nkoulou en sa qualité d'acteur politique. Monsieur Nkoulou, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Pambo. Merci beaucoup à tous les deux d'être autour de la table pour que nous puissions mettre le marqueur sur ce sujet d'actualité en lien avec cette réforme initiée par Henri-Claude Oyema en sa qualité de ministre des Finances, de l'économie, des finances, de la dette et de la lutte contre la vie chère. J'ai parlé de cette principale réforme, mais il y a déjà cette première décision en lien avec le gel des formations, je pense, des agents du service public sous la responsabilité du ministère des Finances, de la lutte contre la vie chère, de l'économie également, le gel donc de l'envoi de ces agents-là à prendre part à certaines formations à l'étranger, mais il y a surtout la principale réforme, ou sinon la principale décision, celle annoncée dans un courrier datant du 16 mai dernier, interdisant ou mettant également entre parenthèses le paiement des baux administratifs. Avant d'aller dans le vif du sujet en ce qui concerne le débat, revenons sur cette interview que le ministre de l'économie et des finances, Henri-Claude Oyema, a accordée à nos confrères de TF5 Monde ce lundi 26 mai 2025, puisqu'il a été le grand invité du journal Afrique de cette chaîne internationale.
Voilà, on va donc vous proposer cet entretien qu'Henri-Claude Oyima, ministre de l'économie et des finances, de la dette et de la lutte contre la vie chère, a accordé à TV5 Monde, au journal Afrique de TV5 Monde. De le rejoindre, je pensais qu'il était un devoir patriotique pour moi, après plusieurs années dans le secteur privé, d'apporter ma force à la conviction qui est la sienne pour transformer notre beau pays. Je suis un homme du privé. Pourquoi maintenant? Parce que on vous l'avait proposé, vous l'aviez refusé sous les bongos, père et fils. Je suis un homme du privé. Un homme du privé a des convictions. Je pensais qu'aujourd'hui, il est temps pour moi d'apporter cette connaissance que j'ai pour apporter ma force au projet profond et transformateur que le président a décidé et proposé aux Gabonais. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est d'abord de faire un état des lieux de la situation du Gabon. Et cet état des lieux nous permet de savoir exactement aujourd'hui quel est notre niveau de recettes et le niveau de dépenses. Dans le niveau de recettes, nous allons procéder au toilettage de notre fichier. Faire en sorte que nous puissions nous assurer que tout ce qui est prévu dans le loi de finances soit reversé aux caisses du Trésor. Deuxièmement, regarder au niveau de dépenses, des dépenses dites essentielles, importantes et accessoires. Lorsque tout ce travail sera fait, nous saurons exactement quel est le niveau d'endettement de notre pays aujourd'hui. Nous avons notre schéma aussi, c'est de faire le rebasage du produit intérieur brut du Gabon. Et tous ces éléments, aujourd'hui, en termes de ressources naturelles, vous savez, on dit que le Gabon est un pays pétrolier, mais le Gabon n'a pas que le pétrole. Oui. Le Gabon a son sous-sol, des minerais, le Gabon a le bois. Nous devons nous assurer aujourd'hui que tous ces éléments sont intégrés dans le calcul du produit intérieur brut de notre pays. Grands axes donc de réforme qu'Henri-Claude Oyima, ministre de l'économie et des finances, souhaite mettre en relief sous le regard du président de la République, chef de gouvernement Brice Clotaire Oligui Nguema. Fridolin Vemessa, donc l'une des principales décisions prises par le nouveau ministre de l'économie et des finances, c'est celle donc de la suspension du paiement des baux administratifs à travers un courrier adressé le 16 mai 2025 aux directeurs généraux du Trésor, du patrimoine, du budget et du contrôle budgétaire et financier. Le ministre des Finances donc, annonce la suspension du paiement de ces baux administratifs. Il estime que c'est une décision radicale motivée par une explosion des dépenses publiques dans ce secteur jugé hors contrôle. Est-ce que vous comprenez cette décision? Oui, elle se comprend. La décision se comprend parce que lorsqu'on arrive aux affaires dans un ministère, il est de bon ton que l'on fasse un état de lieu de la situation qu'on trouve. Est-ce que les finances publiques telles qu'ils les trouvent étaient bien gérées? Est-ce qu'il y avait des manquements ou des errements? Donc, le temps de voir clair, il a pris une décision de suspendre. Il n'a pas dit d'annuler, mais il a suspendu les baux administratifs, le temps de faire un audit dans ce domaine-là pour voir clair combien l'État, effectivement, doit aux particuliers chez qui il loue. Est-ce que ces particuliers sont en règle avec le fisc, avec les impôts? Donc, c'est tout ce toilettage que le ministre, je crois bien, a envie de faire afin de s'engager effectivement à dérouler sa feuille de route, je pense. Il en est même pour les formations, parce que nous pensons que les formations des ressources humaines, même si elles sont importantes, mais participent également à la dépense publique. Donc, est-ce que les gens qui sont envoyés à la formation extérieure méritent cette formation-là? Est-ce qu'au plan intérieur, il n'y a pas de filière de formation adaptée aux différents profils demandés? Et je crois qu'au niveau du Gabon, il y a des écoles de bien cotées. Je pense de l'Institut des finances, je pense à l'ENA, je pense à toutes les écoles, à toutes les universités privées qui sont là, publiques, qui peuvent valablement former, je pense à l'Institut de gestion, qui peuvent valablement former nos cadres. Donc je pense que
c'est quand même un bon gestionnaire. Il prend ses marques afin de effectivement se mouvoir. Alors, Pascal Koulou, dans cet entretien qu'il a accordé à nos confrères de TV5 Monde dans le journal Afrique de ce 26 mai 2025, Henri-Claude Ohima, ministre de l'économie et des finances, s'est présenté avec fierté comme étant un homme du privé pendant plus d'une quarantaine d'années, qui a travaillé dans le privé, qui a bâti un empire aujourd'hui à travers la BGFI Bank, qui est la principale banque au niveau de la sous-région Afrique centrale et qui est en train de monter en Afrique. Il vient donc là du privé avec des méthodes qu'il voudrait implémenter dans le secteur public. Clairement, on a vu à travers ces deux décisions, celle relative à l'arrêt de l'envoi des agents de service public, des finances, de l'économie et assimilés, des secteurs assimilés en formation à l'extérieur et le gel du paiement des baux administratifs, on a bien compris qu'il se lance là dans la volonté de maîtriser la dépense publique. Oui, tout à fait. Vous savez que sans être un érudit de l'économie, je vais simplement me fier sur la base de ce qu'on a appris à l'école primaire. On nous disait que l'économie, c'est gain moins dépenses. Et par principe, sa responsabilité de responsable de l'économie, donc des fonds publics, c'est de veiller à ce que chaque franc sorti du trésor public soit utilisé à bon escient. Or, dans le cadre des baux administratifs, donc des locations souscrites par l'État, il y a beaucoup à dire dans la mesure où, premièrement, est-ce qu'il y a une nécessité de service qui conduit à ce que ces locations se fassent? Deuxièmement, quelle est la nature des contrats qui lient l'État à ces particuliers? Parce que la plupart du temps, ce sont des structures qui appartiennent à des particuliers. Il arrive même, selon ce qui se raconte, quelquefois que certains bâtiments ne sont plus utilisés par l'État, mais il y a toujours des prises en charge qui continuent d'opérer sur le budget de l'État. Et c'est effectivement la responsabilité du grand argentier de l'État qu'il est, à savoir que chaque argent sorti du trésor public doit être utilisé pour optimiser le rendement de l'État. Or, si le constat est fait que notre administration non seulement opère dans le cadre des lourdeurs administratives, mais en plus qu'il y ait une dette intérieure qui augmente du fait des locations consenties par l'État, je crois qu'il est de l'intérêt de l'économiste et du banquier qu'il est, de formation, de veiller à ce qu'il y ait de plus en plus des chemins propres en ce qui concerne la dépense publique, notamment lorsqu'il s'agit de dette intérieure, parce que le principe de la dette intérieure, c'est de relancer la consommation. Est-ce que, sous ce temps-là, on peut penser que les mesures prises visent à quoi? Visent à assainir la dépense publique, visent à faire en sorte qu'il y ait une meilleure lisibilité dans les différents engagements contractés par l'État. Parce qu'il vous souviendra qu'il y a déjà eu une sorte d'audit sur la dette interne par rapport aux entreprises. Là aussi, il serait intéressant de voir que le ministre de l'économie, effectivement, ouvre là une brèche qui doit être explorée par l'État pour qu'il y ait une meilleure prise en compte des besoins qui doivent conduire à des locations. Parce que les baux administratifs, c'est des engagements contractés au compte de l'État ou pour l'État par des personnes en charge d'exercer certaines fonctions. Il faut donc revisiter toutes ces choses pour savoir est-ce qu'il y a un déficit en ce qui concerne les bâtiments administratifs pour que l'État, et comme c'est de plus en plus le cas aujourd'hui, soit locataire à près de 60%, parce qu'on voit bien à Libreville tous ces nouveaux bâtiments et où sont logés des ministères entiers, avec ceci en particulier que ça n'augmente pas l'efficacité parce que vous avez des délocalisations. Le cabinet du ministre est à un bout de la ville, le secrétaire général est à un autre bout, les directions générales sont à d'autres extrémités. Du coup, ça ne nous donne pas la dynamique de travail qu'il faut, mais cependant, il y a un coût important. Le ministre de l'économie fait bien de ramener les choses à l'ordre en suspendant les paiements, parce que là aussi, si on avait à considérer que certains contrats sont discutables parce qu'il y a des soupçons de On va revenir sur ce point. On va revenir sur ce conflit point. d'intérêts. On va revenir sur ce point justement en rapport avec la nature même des contrats qui sont passés entre l'État et certaines entités, puisque
Fridolin Vemessa, ce courrier adressé par le ministre de l'Économie et des Finances le 16 mai dernier aux directeurs généraux, on l'a dit, du Trésor, du patrimoine, du budget et du contrôle budgétaire et financier, fait un constat, celui de la création anarchique d'entités administratives, de l'absence de financement pour la réhabilitation des bâtiments publics, par exemple, la destruction de la cité de la démocratie qui hébergeait certaines administrations aussi. Donc il y a un constat qui a été fait et le constat est amer. Oui, le constat est amer, mais un autre constat, c'est qu'il a remarqué que l'enveloppe dédiée au bout administratif a explosé. Oui. C'est parti de à peu près 6 milliards. Oui, on peut faire le point d'ailleurs. Hein. Voilà. Le courrier dit qu'entre 2013 Oui. et 2025, donc Voilà. en 12 ans, la dépense annuelle de l'État pour les loyers administratifs est passée de 6 milliards, Voilà. 7 à plus de 25 Voilà. milliards, soit un bond de plus de 37% par an. Donc Voilà. cette hausse s'est accompagnée d'une dette cumulée de plus de 67 milliards, Ça- dont 28 milliards d'arriérés de paiement. Voilà. Donc ce constat-là, il est amer. Parce que pourquoi tout d'un coup, l'enveloppe dédiée au paiement des bouts administratifs a explosé? Entre 2012 et Et deux- 2025. oui, parce Donc, que je c'est- vais prendre, situer cette Oui, période. parce que c'est au cours de cette période-là que ce phénomène a commencé. Ce phénomène qui a consisté à demander aux différents ministères de délocaliser et d'aller louer vers Batterie 4 généralement. Dans des immeubles qui appartiendraient Particuliers. aux particuliers, comment dire, aux gens du régime. Donc, de l'ancien régime. À l'ancien régime. Donc, je prendrai le cas du ministère de l'Éducation nationale, qui a son siège, juste au 9 étage là, qui a vu le passage de tous les ministres qui ont été nommés à la tête de ce ministère. Le ministère, il est là, il existe, il a ses bureaux, des deux ministres, le ministre titulaire et le ministre délégué. On ne comprend pas pourquoi ils ont demandé, c'était à l'époque, parce que ce fait-là, nous l'avons vécu en tant que syndicalistes. Le ministre Florentin Moussavou, ça s'est passé sous le ministre Florentin Moussavou, quand un beau matin, il annonce le déménagement. Est-ce que ça avait été motivé par une forme de vétusté des bâtiments? Non, Est-ce que les membres du gouvernement n'étaient pas à l'étroit, par exemple? Non? C'est tout à fait faux, si c'est l'argument, puisque le bureau du ministre de l'Éducation nationale est un bureau décent, un bureau vaste, un bureau avec des commodités, puisque tous les ministres, jusqu'à Florent Mantin Moussavou, ont travaillé dans ces bureaux-là. Il y avait même un bureau du ministre délégué qui est prévu, qui est aujourd'hui occupé par le directeur général d'enseignement normal. Donc, et le bureau du ministre est occupé aujourd'hui par le secrétaire général. Donc, ça veut dire des bureaux fonctionnels. Donc, c'est au cours de cette période-là que ce phénomène a commencé. Tout d'un coup, tous les ministères sont allés louer à Batterie 4. Donc, je citerai le ministère des Affaires étrangères, je citerai le ministère de l'Éducation nationale, le ministère du tourisme. En fait, tous les ministères, les grands ministères, sont dans ces immeubles-là, je parle au conditionnel, qui seraient des propriétés des dignitaires de l'ancien régime. Est-ce avéré parce que certains noms sont cités. Et nous, quand on était syndicalistes, nous avons voulu savoir un peu plus, nous avons demandé, nous avons dû même faire pression auprès du ministre Florentin Moussavou à l'époque, de ne pas quitter les bureaux parce que c'est un symbole, parce que laisser le ministère, laisser tous les services du ministère au ministère et se retrouver hors du ministère, ralentirait l'efficacité de notre département ministériel. Donc, malheureusement, nous n'avons pas été entendus et c'est comme ça dans tous les ministères. Je ne sais pas quel est le ministère aujourd'hui qui a son propre siège, ses propres bureaux. Donc, tous les ministères louent, on part des différentes directions jusqu'au cabinet du ministre. Donc, et il en est de même sur toute l'étendue du territoire national. Donc, il est quand même de bon ton que l'État, effectivement, construise ou se dote de son propre patrimoine. Parce qu'il faut dire également que le patrimoine de l'État, pour la plupart des cas, est revendu aux francs symboliques à des particuliers. Alors que ces immeubles qu'on dit vétustes, mais
qui sont occupés de manière illégale. Quand vous parlez du patrimoine de l'État revendu aux francs symboliques, Oui. ça ne concerne pas que les bâtiments administratifs, mais même les véhicules. Oui, mais Les véhicules aussi sont souvent cédés aux francs symboliques aux agents du service public. Oui, ce sont des normes qui sont prévues par un décret. Ouais. Donc, on peut bien céder un véhicule lorsque celui-ci est amorti. Il en est même pour des immeubles. Mais on constate que dans la pratique, ce n'est pas ça. Un responsable d'administration à qui on a remis un véhicule, il le garde 3 ans et immédiatement, lorsqu'il quitte les fonctions, il veut le reformer. C'est en violation des dispositions réglementaires à la matière. Il en est même pour le bâti. Donc, lorsque un responsable d'administration veut acquérir le bien de l'État, il fait une expertise qui ne dit pas son nom, qui n'est même pas contre-expertisée par le ministère des TP, et la maison la maison lui est vendue à un franc symbolique. On l'a vu dans plusieurs localités du pays. On l'a même vu à Libreville, où des gens, effectivement, achètent les biens de l'État qui peuvent encore servir à des francs symboliques. Ça, c'est l'État, à ce niveau-là, se laisse faire en quelque sorte. Sans oublier d'autres pratiques qui ont eu cours pendant plusieurs années dans notre pays. Il y a des agents, et d'ailleurs ça fait l'actualité il y a quelques semaines, et je crois que le processus est toujours en cours, celui du déguerpissement entre griffes de certains agents du service public, dont certains sont même à la retraite dans des logements de l'État, je pense au niveau du 3 quartier, à qui on a demandé de sortir de ces bâtiments-là. Il y en a qui vivent dans ces bâtiments, qui n'ont plus le droit d'y être, qui font même la sous-location, semble-t-il. Donc il y a des pratiques de dysfonctionnement incroyables. Oui, mais tout à fait. Je pense que ce qui est scandaleux, c'est que tout ceci s'est fait aussi au vu de tout le monde et qu'il n'y a personne qui prenne des mesures comme celles qui viennent d'être prises par le ministre de l'Économie et des Finances pour voir un peu plus clair. Parce qu'on a assisté à des situations humiliantes où, parce qu'un particulier qui constate que le paiement de son loyer s'est fait attendre, va et ferme simplement les bureaux du coup de certaines administrations se retrouvaient être mises dehors pour défaut de paiement de loyer. Or, c'est des situations extrêmement graves. Je crois que M. Fridolin Vemsa l'a dit. Depuis 2012, on assiste à une forme d'accélération. Justement, quand on revient à cette période que vous venez d'indiquer, Pascal Nkoulou, 2012, parce que le constat qui a été fait par l'actuel ministre de l'Économie et des Finances part de 2012 à 2025, on sait que durant cette période, on va dire à partir de 2009 jusqu'à 2012-2013, il y a eu le cours du pétrole qui avait grimpé et énormément d'argent rentré dans les caisses du Trésor notamment. Pourquoi est-ce qu'on n'avait pas privilégié de construire des bâtiments administratifs pour loger l'administration gabonaise plutôt que de choisir la location? Il y a eu des mécanismes montés de toutes pièces qui consistaient à faire croire ou à laisser penser que c'était des partenariats privés, publics, où des particuliers investissaient et puis soumettaient donc cette offre à l'État qui devenaient en quelque sorte locataires dans ces différents bâtiments. La réalité, à écouter les uns les autres, est tout autre. Et tout autre parce que, pour beaucoup, c'est de l'argent sorti du trésor public qui aurait été utilisé et ces bâtiments sont devenus, on ne sait pas par quelle formule, la propriété de certaines personnalités qui aujourd'hui opèrent énormément sur le budget de l'État. L'autre constat, je crois que M. Fridolin l'a aussi abordé, c'est celui qu'on se rend compte qu'il y a une forme de saturation. C'est-à-dire aujourd'hui, quand vous allez, par exemple, dans la zone de Batterie, quand il y a une concentration de ministères, il n'y a pas d'espace pour les usagers. Donc c'est difficile de stationner. Quand vous rentrez dans ces bâtiments, c'est des petits ascenseurs. À la limite, on se demande, mais pourquoi est-ce que le ministre les salles d'attente là où il y avait des bâtiments beaucoup plus aérés et puis une localisation plus facile? Parce que là aussi, c'est tout un autre problème. Vous passez du temps à retrouver les ministères parce qu'il n'y a plus d'indication par rapport à leur ancienne site. Et tout ça, c'est des situations... L'observation qui est faite aujourd'hui, c'est que dans ces immeubles-là, ne travaillent que les cabinets des ministres. Pour la plupart des cas. Ce sont les cabinets des ministres. Or, les autres services sont éparpillés dans la ville. Oui. Vous voyez, ce qui est
qu'est-ce qui a poussé les ministres? Parce que lorsque vous voyez le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Éducation nationale n'avait pas besoin d'aller à Battery 4, puisque l'Éducation nationale a son patrimoine. Bon, il en est même du ministère du tourisme qui avait ses bureaux, mais ils ont préféré aller là-bas. Plusieurs ministères sont partis à Battery 4. Bon, on peut comprendre que des nouveaux ministères qui n'existaient pas par le passé, qui ont été créés, peuvent chercher loyer. Mais, or, les vieux ministères comme l'Éducation nationale ne peuvent pas dire qu'ils n'avaient pas un patrimoine qui lui était propre, mais à qui on a forcé d'aller louer à Battery 4 parce que c'était des lobbies qui étaient logés à la présidence de la République, qui, lorsque les différents responsables qui gravitaient autour de l'ancien président avaient des biens, avaient construit, et ils faisaient obligation, ils faisaient une sorte de chantage aux différents ministres d'aller effectivement louer dans leur maison. Parce que si on mène une enquête, et je suis d'accord avec le ministre du budget, la dette, de faire un audit. Mais l'audit doit aller au fond des choses. L'audit doit être affiné. On doit savoir à qui appartient le bâtiment, qui est locataire, qui a passé le contrat, que dit le contrat, et la personne à qui appartient le bâtiment, comment il a fait pour construire ce bâtiment-là. Donc on doit questionner, on doit aller à la recherche de toutes les informations possibles permettant à l'État d'être édifié. S'il se trouve que le bâtiment dans lequel l'État loue a été construit avec de l'argent recyclé ou de l'argent volé, ben, ce bâtiment-là revient, on le réquisitionne, il revient à l'État. Alors, simplement. Pascal Nkoulou, donc le constat fait aujourd'hui par le ministre de l'Économie et des Finances, c'est celui-là, on l'a dit, création anarchique d'entités administratives entre 2009 et 2025, absence de financement pour la réhabilitation des bâtiments publics. Alors, on a préféré l'allocation au financement de la réhabilitation des bâtiments. Oui, dans la zone justement. Oui, avant que Oui. Pascal n'intervienne, effectivement, il y a une idée qui m'est venue. Vous voyez, ça a été fait exprès. Ça a été fait exprès de faire en sorte que l'argent qui était dédié à la réflexion n'était pas décaissé. Des fois, dans le budget de l'État, on sucrait la rubrique réflexion, la rubrique réflexion des bâtiments. Donc, on sucrait ça et l'administration, le responsable de l'administration qui était là, n'avait pas de moyens quitte de changer une ampoule, quitte de réflexion des toilettes, quitte de mettre la peinture, parce que la rubrique dédiée à la réflexion, aux aménagements, était simplement, purement et simplement sucrée de la ligne du budget. Donc, ce qui faisait que lorsque on vous mettait sur le fait accompli, oui, votre bâtiment est déjà vétuste, donc la seule chose qui vous reste, c'est d'aller chercher un logement ailleurs et l'État va payer. Donc, c'est ce qui a participé effectivement au boom de cette pratique. Pascal Nkoulou, Très rapidement réenchérir sur ce qu'il dit. Oui. C'est-à-dire que dans ce pays, on a connu la nébuleuse, la NGT, l'Agence nationale des grands travaux, qui était à la fois une affaire de vrais copains-coquins et qui avait une emprise sur le budget d'investissement de l'État. Ce budget d'investissement de l'État, aujourd'hui, on n'a pas pu livrer l'audit de manière à ce qu'on sache où les fonds consacrés à l'investissement dans la plupart des ministères, notamment en ce qui concerne l'entretien des bâtiments, a été utilisé. Il se trouve, quand on écoute les uns les autres s'ouvrir, que c'est effectivement cet argent qui a servi à la construction de ces bâtiments, mais qui ont été, comme par magie, se sont appropriés certaines personnalités qui étaient au fait donc de tous ces mécanismes. Et aujourd'hui, l'enquête ou la mesure prise par le ministre de l'économie devrait être une procédure qui conduit au pénal pour ceux qui se retrouveraient détenteurs de biens qui normalement devraient être la propriété de l'État. Parce que si l'État est locataire et que vous n'arrivez pas à justifier, vous, comment vous avez acquis les fonds pour réaliser des investissements aussi importants, et si vous aviez un lien aussi infime puisse-t-il être avec des mécanismes de gestion de l'État à ce moment-là, la première chose c'est que l'État se saisisse de ces biens en les confisquant et ensuite qu'il y ait des actions intentées contre ceux qui sont à l'origine de ce type d'approche. Parce que quoi, aujourd'hui, on ne peut pas accepter que l'État soit totalement
dessaisi à la fois de son des procédés, patrimoine, oui, mais également de sa responsabilité d'avoir des éléments de référence. Vous savez, aujourd'hui, quand vous allez en France, dans des grands pays, lorsqu'on vous dit ministère de l'Intérieur, vous l'avez de manière fixe. Les bâtiments sont simplement, quelquefois, rajoutés, améliorés. Or, ici, vous avez une mobilité des ministères. Il y a des adresses, il y a... Voilà, vous avez l'adresse des ministères. Vous prenez l'exemple, Comme le ministère de l'Intérieur. vous prenez l'exemple, Venez de vous prenez... Poitiers. Vous êtes en train de prendre l'exemple de la France, Pascal Koulou. On sait qu'en France, quand on parle de Quai d'Orsay, on fait référence au ministère des Affaires étrangères. Quand on parle de la place Bourbon, on sait à quoi on fait référence. Donc c'est historique, c'est des décennies que ça dure comme ça. Vous vous souvenez que dans ce pays, le ministère de l'Intérieur, qui est un ministère de souveraineté, s'est retrouvé comme par magie dans une commune annexe et non dans la capitale gabonaise. C'est des situations qui aujourd'hui ont fait en sorte qu'il y ait une sorte d'explosion de la location de l'État à l'endroit des particuliers sans qu'il n'ait de vrai contrôle. Dans un bâtiment qui est devenu un vaisseau fantôme, vous venez de parler, c'est l'ancien siège de C'était Gabon un bâtiment qui Télécom. appartenait Gabon Télécom. à Gabon Télécom. Voilà. Est-ce C'est que devenu Gabon un véritable Télécom, dans sa vaisseau, progression, l'aurait cédé à l'État? abandonné. Personne n'en sait rien. Voilà. Aujourd'hui, il a été abandonné. Le ministère de l'Intérieur se retrouve être logé À dans l'avenue un de bâtiment, Cointet, on avenue de connaît Cointet, l'avenue qui de est un Cointet, bâtiment très réduit. Ouais. Donc, il y a autant de situations. Il faut aujourd'hui qu'il y ait non seulement un contrôle en termes d'audit, de l'utilisation du budget d'investissement. Il y a un autre exemple, Pascal Koulou, puisqu'on est en train de parler de bâtiments. Frédolin Vemessa parlait du ministère de l'Éducation nationale. Je crois que tous les Gabonais connaissent l'emplacement du ministère de l'Éducation nationale aux 9 étages, derrière le bâtiment de Liberty. Ce n'est pas la publicité que l'on fait. Vous avez le ministère de l'Éducation nationale, vous avez la mosquée Hassan II qui est là, mais derrière la mosquée Hassan II, il y a ce grand immeuble qui a abrité plusieurs ministères, il y a quelques années, qu'on appelait l'immeuble interministériel, mais qui a été complètement abandonné aujourd'hui, qui a dépéri. Mais il n'y a pas que ça, il y a le ministère, il y a l'interministériel qui est juste à côté de la solde, Ouais. qui abritait l'immeuble. L'immeuble là, c'était abritait la primature même à l'époque. Donc ça, cet immeuble, L'immeuble dans lequel se retrouve le ministère de l'Agriculture. je voilà, pense qu'il tout à doit- fait. oui. C'était l'immeuble interministériel qui regroupait plusieurs ministères. Et vous voyez l'État aujourd'hui, Dans lequel il se trouve, il ouais. se trouve. Donc parce que il y a pas, l'entretien n'a pas suivi, alors que plusieurs ministères peuvent effectivement, valablement, avoir leur siège à ce niveau-là. Et même celui qui fait la fierté effectivement du pays, le ministère interministériel, l'interministériel qui est juste derrière l'immeuble à Alors, 102. Pascal, ça veut dire que le gouvernement entre 2009 et 2025 a été incapable de financer la réhabilitation de ces bâtiments au point de choisir la location? Non, le gouvernement n'a pas été incapable de... Ce n'était pas une question de choix volontaire des ministres. Je crois qu'il y a eu des mécanismes contraignants qui les ont conduits à aller à la location. Parce qu'en plus, je crois, sauf si je me trompe, que la plupart des structures administratives sont gérées par le secrétaire général du gouvernement. C'est-à-dire, lorsqu'un ministre entre en fonction, il s'adresse au secrétaire général du gouvernement pour être équipé pour les différents espaces où il devrait pouvoir travailler. Et c'est à ce niveau que les transactions se déroulaient. Et malheureusement, quand vous regardez bien, quels sont ceux qui ont été à la tête du secrétaire général du gouvernement pendant longtemps et leur relation, entre parenthèses, avec ceux qui étaient au pouvoir, il était facile de contraindre les ministres à aller en location. Malheureusement, là encore, je le dis, lorsque vous allez dans ces différents ministères, c'est des espaces réduits. C'est tellement réduit que vous demandez, enfin, entre les anciens locaux et ceux dans lesquels Abandonnés. se trouvent les nouveaux ministères, les ministères d'aujourd'hui, vous dites, mais enfin, pourquoi ces gens viennent ici? Et là, vous comprenez que c'est d'abord, avant tout, une affaire de gros sous. Et ensuite, quelquefois, c'est parce que, bon, il faut bien plaire à ceux qui sont propriétaires de ces bâtiments. Donc, c'est quelque chose dont il faut mettre fin. Et il faut, Moi, je crois là, qu'il faut- tirer le chapeau il faut au encourager ministre voilà, tout à fait. de Alors, l'économie, donc- parce que donc- pour beaucoup, on pensait qu'il vient pour essayer d'arrondir les angles. On voit effectivement qu'il met de l'ordre dans une fourmilière. Enfin, et il tape que ça un va- coup de pied à la fourmilière, voilà, comme on donc dit. Il faut il met le pied simplement- dans la fourmilière pour que les uns les autres apprennent à être responsables. Le budget de l'État doit servir à beaucoup de choses. On a des difficultés dans les écoles, on a des difficultés dans les hôpitaux, on a des difficultés de route. S'il faut-il encore que certains s'accaparent de manière indue des ressources de l'État, bon,
il faut des mesures soient prises. Frédolin Vemessa, alors, l'audit, on a dit, le constat est là. Le ministre de l'économie et des finances, Henri-Claude Ohima, a donc également exigé qu'il y ait un audit qui me permettra de faire la lumière. L'audit sera consacré à faire la lumière sur les conditions d'attribution, de renouvellement des contrats, par exemple. Les contrats qui sont passés entre les contrats, voilà. Ouais. Oui, les contrats et voir les propriétaires de ces immeubles-là. Bon, moi, je pense que c'est quelque chose de bien orienté. Simplement, ce qu'on peut lui souhaiter, c'est d'aller au bout de sa logique. C'est de publier à la fin du processus, de mettre l'audit à la disposition des Gabonais pour que nous puissions apprécier le travail qui a été fait. Parce qu'une chose est de lancer et d'annoncer des mesures, mais une autre chose est de les publier afin que les Gabonais puissent avoir, une réponse à ce qui a été donné. Donc, et ça permettra effectivement aux Gabonais de juger du travail qui est fourni par les différents responsables Alors, d'administration. là, je vous pose la question en tant que leader syndical. Vous aviez été pendant plusieurs décennies au devant de la scène pour la revendication de l'amélioration des conditions de vie et de travail des personnels du ministère de l'Éducation nationale, par exemple. Est-ce que cette situation de location des ministères, de démembrement des ministères a un impact réel sur l'efficacité de l'action publique? Tout à fait. C'est inévitable. Parce que lorsque le cabinet du ministre de l'Éducation se trouve à Battery 4 et le secrétariat général de l'Éducation nationale est au 9 étage, ainsi que l'inspection générale des services, je crois que le temps de réaction est relativement long. Donc il y a des dossiers urgents qu'on doit faire signer au ministre. Et vous connaissez la situation de Libreville avec des embouteillages. Le temps de partir du 9 étage pour rejoindre le cabinet du ministre à Battery 4, ouais, un temps fou s'est écoulé. Donc, alors qu'il y a une urgence à régler du côté de Franceville. Donc, je crois que la proximité permet à ce que le ministre se rende compte également de la présence effective de ces agents sur le lieu du travail, de voir, d'impulser la dynamique, parce que le ministère est une équipe. Et le ministre est le chef d'orchestre de l'équipe. Donc, il faudrait que toutes les forces interagissent à un même endroit pour se rendre compte du travail qui est fait. Vous voyez, le ministre, il doit se déplacer de Battery 4 pour faire une réunion au ministère de l'Éducation nationale. Vous voyez, il y a des risques. Il y a des risques. Il y a des risques d'accident, des risques de retard, des risques... Donc, tout est... En fait, ça ne participe pas à l'efficacité. Donc, tous les services importants d'un ministère doivent se retrouver au même endroit afin de permettre à l'équipe de se connaître, de vivre tous les jours, de voir ensemble, ça, parce qu'ils forment une famille. Et une famille ne doit pas être disséminée dans la ville. Donc, tout le monde doit être au même endroit pour que le ministre se rende compte de qui fait quoi, de qui est là, et de mettre en confiance son personnel. Ouais, la délocalisation des services centraux ou des services principaux des différents ministères participe de lourdeur et de l'absence de rendement. Comme il a dit, vous savez, lorsque vous êtes responsable d'un département ministériel, si vous arrivez avant votre secrétaire général, vous savez qu'il est souvent en retard, vous avez besoin d'un certain nombre de précisions à certains moments, vous êtes obligé de l'appeler au téléphone. Donc, ceci ne participe à ce qu'il y ait une dynamique. Aujourd'hui, je souhaite que le président de la République, qui justement appelle à aller à l'essentiel, à une forme d'inclusion, d'initiative et d'action, puisse se rendre compte que avec des ministères qui sont délocalisés et où il n'y a pas une possibilité de contrôle, ne serait-ce que par visuel des responsables, on n'aura pas des résultats escomptés. Du simple fait que tel arrive à son heure, tel va trouver un prétexte, alors que pour le ministre, c'est beaucoup plus simple. Il descend, il constate que tu n'es pas à ton bureau, il va, il appelle l'autre collègue. Donc, toutes ces choses qu'il ne peut pas le faire. Et vous comprenez pourquoi aujourd'hui, les cabinets ministériels sont quelquefois, pour beaucoup, en dehors de l'actif du ministère parce qu'il travaille en vase clos avec ses quelques collaborateurs, ignorant l'essentiel des difficultés qui sont vécues dans les autres services importants. Et ça explique quelquefois, ce qu'on voit là tous les jours, dès qu'un ministre prend des fonctions, il fait le tour du propriétaire. Voilà. Il fait le tour du propriétaire, pourquoi? Parce que, et on voit qu'à chaque fois, c'est le même constat qui a été fait par leurs prédécesseurs.
les mêmes bâtiments abîmés. J'ai vu ça là à la télé tout dernièrement. Le même ministère, ils vont lui remonter les mêmes plafonds percés, on lui remonte les situations, et au prochain gouvernement, ils refont exactement la même chose. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter avec ça. L'autre situation sur laquelle il faut rapidement revenir, c'est que c'est du commerce. Lorsque vous louez à l'État, vous gagnez de l'argent. Or, le principe des fonds publics, c'est que chaque fois que l'État investit, il y a une contrepartie qui doit revenir sur une forme de taxe. Alors, vous louez à l'État des bâtiments où on paye à des coûts de centaines de millions pour certains, et vous ne perdez rien du tout. Ce n'est pas normal. Il faut que ces gens-là soient au prorata de ce que l'État donne, taxés. C'est pour ça que je plaide pour qu'il y ait, à l'issue de ça, le ministre de l'économie devrait pouvoir initier une loi sur l'impôt sur l'immobilier ou sur le bâti. Au moins, comme ça existe. Bon, mais j'ai l'impression qu'apparemment, on n'en fait pas trop état, que cette affaire devrait conduire à ce que ceux qui sont en retard de paiement de leurs redevances vis-à-vis de l'État soient sanctionnés. Alors, avant de poursuivre l'émission, ce qui concerne évidemment les réformes qui ont été initiées depuis le 30 août 2023 par Brice Clotaire Oligui Nguema pour apporter une réponse en urgence à ce problème, Nadia Bemokania et Jeff Magnania de la rédaction de Télé Africa ont baladé leurs caméras, micros dans les rues de Libreville. Ils ont tenu à recueillir les avis des Gabonais, des Librevillois, sur cette décision prise par le ministère de l'Économie et des Finances relative donc au gel du paiement des baux administratifs. Je suis tout à fait par rapport à cette décision parce que en temps normal, un État ne doit pas être locataire parce que nous estimons que tout le foncier d'un pays, d'une nation appartient à l'État. Donc s'il y a une entité qui est censée loger les autres entités ou encore les autres individus, c'est bien sûr l'État. Le politique doit tout faire pour que chaque ministère puisse avoir des logements qui leur appartiennent à eux-mêmes, que de dépenser de l'argent qui va chez des particuliers alors que l'État peut construire des maisons ou des immeubles qui peuvent servir des ministères. Je pense que c'est une bonne initiative et moi je loue la bravoure du ministère de l'Économie et des Finances. Comment ils peuvent être locataires étant au Gabon? C'est pas peut-être les ambassades, on peut comprendre. Hein? On ne peut pas être nos ambassades en étranger, ils sont locataires et nos ministères au Gabon, et ils sont locataires. Hein? Entre-temps, ce sont eux qui gèrent l'argent du pays. Je pense qu'il est nécessaire de faire le point d'abord avant de décider de reconduire les baux administratifs. Dans la situation actuelle, et comme l'État a besoin d'argent, il y a beaucoup de dépenses, il y a des projets, je pense, avec le président. Et donc, si le ministre décide de suspendre, je pense qu'il faut attendre. Je ne pense pas qu'il se soit levé un matin juste comme ça pour dire qu'il va juste suspendre. Ça veut dire qu'il a dû découvrir, ou bien l'équipe a dû découvrir des anomalies. Donc, il faut faire le point, il faut faire la lumière sur tout ça. Quand on parle des baux administratifs, c'est devenu un désordre. Eux-mêmes, ils savent ce qui s'est passé. Lorsque vous regardez les immeubles, on se pose la question à qui appartiennent ces immeubles? Qui est riche au Gabon? Qui est cette personne au Gabon qui va dire que voilà ce qu'elle a fait comme travail, et par rapport à ce qu'elle a fait comme travail, l'agriculture, qui est notre héritage traditionnel, la pêche ou la chasse, qui sont notre héritage traditionnel, comment ces gens ont pu construire de ces immeubles? Il y a quelque chose qui ne va pas. Cet argent leur vient d'où? On connaît le salaire d'un fonctionnaire. Voilà, c'était donc là ce micro-trottoir proposé par Nadia Bemokania et Jeff Magnania de la rédaction de Télé Africa. Je vous ai vu acquiescer pendant que ses compatriotes étaient en train de faire... Moi, je pense que oui, il pose des questions pertinentes. Ouais, il pose des questions pertinentes. Ouais, ce sont ces questions-là qui ont dû amener le ministre à prendre cette décision. Et je suis bien content que les Gabonais pensent positivement de l'action du ministre à la tête de ce ministère de l'économie.
Je crois simplement ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'il aille au bout de sa logique, parce qu'aujourd'hui, on est content que l'État a décidé de doter les administrations des sièges. Vous voyez, donc nous avons la cité administrative qui pousse du côté de Martine Olabou. Vous voyez, donc on est fiers que les ministères vont enfin disposer des espaces. Vous parlez de la cité Émeraude. Voilà, la cité Émeraude, oui, qui va permettre à ce que ce phénomène de baux administratifs diminue de manière drastique. Et c'est ce que nous souhaitons, parce que l'État ne peut pas demeurer indéfiniment locataire auprès de ses citoyens, ce qui est aberrant. Donc je pense qu'effectivement le ministre doit aller au bout de sa logique. Et ce que nous demandons également, c'est qu'il publie les résultats de l'audit afin que les Gabonais, effectivement, puissent avoir l'information pertinente, utile et nécessaire. Alors, donc on a dit depuis le 30 août 2023, Brice Clotaire Oligui Nguema, Pascal Nkoulou avait déjà pris la mesure de la chose, puisque au nombre des chantiers initiés par le CTRI, eh bien, il y a les chantiers de construction de ces bâtiments administratifs qui doivent évidemment servir à l'administration gabonaise. Il y a donc ce projet d'accélération de la réhabilitation du patrimoine immobilier de l'État. Plus de 400 sont en cours de rénovation à Libreville. Donc c'est un projet ambitieux. Oui, il faut que de plus en plus l'État non seulement investisse en réalisant de nouveaux bâtiments, mais qui réhabilitent les bâtiments qui existent, parce qu'il y a un besoin de concentration des services. Lorsque vous avez une concentration des ministères, ça conduit encore malheureusement à une délocalisation des services centraux, parce qu'un ministère, c'est tout de même un ensemble de services, ça peut occuper un bâtiment entier. Donc un immeuble entier peut être servi pour le fonctionnement normal d'un bon ministère ou d'un grand ministère. Vous avez des ministères comme les travaux publics, vous avez des ministères comme l'éducation nationale. Il faut que ce soit des espaces qui leur soient consacrés pour qu'il y ait à la fois la dynamique de contrôle, mais aussi une dynamique d'initiative en termes de réunion, en termes de proximité et en termes également de sollicitation des usagers. Parce que quand vous allez dans une administration, vous dites non, le cabinet du ministre est à tel endroit, et vous allez là-bas, on vous dit non, il faut aller sur le secrétaire général. Ça, je vous dis, ah non, il faut aller à la direction générale. Donc, du coup, vous voyez, il n'y a pas de diligence dans l'exécution en termes de services offerts à l'usager. Il faut donc que l'État, c'est une très bonne chose que l'État investisse, mais aujourd'hui, il y a suffisamment de terres à Libreville pour qu'il y ait une localisation par site des ministères, de manière à ce que là aussi, ça rentre dans le cadre du patrimoine et de la mémoire de notre pays. Cette mobilité n'aide pas à construire même la ville. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait les éléments de référence quand vous êtes dans une ville? Oh, vous savez, bon, à tel ministère, ça a toujours été là. Donc, vous vous retrouvez. Tel autre département, c'est... Quand vous avez cette mobilité où ils vont à gauche, à droite, il y a d'abord une perte sur le plan musical, mais aussi sur le plan de l'archivage. L'incident de Mbanié, là, ça découle du quoi? Ça découle du fait qu'il y a des déménagements permanents. Donc, du coup, aller demander un dossier qui date de 2 ou 3 ans dans une administration publique au Gabon, ben, c'est la croix de la bannière. Parce que quoi? La mobilité des différents services fait en sorte que l'on ne puisse pas recourir aux archives. Enfin, il y a une mauvaise conservation de nos archives. Et ça, c'est quelque chose qui nuit non seulement à l'usager, mais également à la possibilité de recourir aux services sur une longue période. Donc, il n'y a pas que les administrations publiques. Prenez une administration comme la CNAM-GS qui déménage régulièrement, même s'ils sont sur l'outil informatique, il y a des pertes. Aujourd'hui, il faut... L'exemple que vous êtes en train de prendre est très pertinent, puisqu'on sait qu'il y a des administrations, par exemple, à l'exemple de celle de la marine marchande, qui n'a pas de siège et qui a déjà subi justement la perte, la destruction de certains de ces éléments importants en termes d'archives en déménageant à chaque fois. Et ça, c'est énorme et c'est coûteux justement pour... Non seulement c'est coûteux, mais c'est sur le plan de l'État en termes de régularité, c'est préjudiciable. Parce que quelqu'un, vous faites valoir une situation, mais l'administration est incapable de prouver que soit votre dossier est valable, ou il est faux, ou il est contrefait, du fait qu'il n'y a pas d'éléments de référence à cause de l'absence des archives. Et ça, c'est dû à la mobilité, les déplacements, les déménagements permanents. Du coup,
nos administrations n'ont pratiquement pas de mémoire. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un autre problème de fond? Parce que quand on gratte sur la surface, Frédéric aimait ça, on parlait de la réhabilitation des bâtiments. C'est vrai qu'avec le temps, évidemment, il y a l'usure, mais est-ce qu'il ne faut pas davantage faire des efforts par rapport à la passation au niveau, par exemple, des marchés publics, la soumission, les entreprises qui soumissionnent justement pour obtenir ces marchés doivent avoir une expertise afin que les ouvrages qui sont livrés à l'État soient des ouvrages de qualité. Il y a parfois certains ouvrages qui présentent plusieurs malfaçons. On a organisé la Cannes 2012, on a construit le stade de l'amitié sino-gabonaise, il est aujourd'hui quasiment à l'abandon. On peine à le réhabiliter, à faire à nouveau un stade de football dédié à ce à quoi il a été construit, c'est-à-dire les matchs de football, c'est devenu un site pour l'organisation des événements en caractère politique notamment, alors qu'il a été construit pour le football. Il y a un autre exemple patent, bon ben là vous me direz c'est une entité parapublique ou privée, c'est la CNSS, qui aujourd'hui, les employés sont obligés de travailler dans l'ancien bâtiment. Il y a un nouveau bâtiment qui avait été construit, mais qui pourrit, qui est là à côté, qui s'enfonce. On dit qu'il y a de l'amiante. Des exemples comme ça, il y en a par dizaines dans notre pays. Bon, alors, la faute revient au service dédié, puisque le ministère des TP a un service d'expertise, de contrôle des services réalisés, donc, et qui sont assermentés. Donc, ce sont eux qui sont chargés de certifier conforme les travaux qui ont été réalisés. Si le stade qui a été suivi par les experts du ministère des TP et même du bureau Veritas a été certifié conforme, mais le problème soit de l'incompétence des responsables du contrôle. L'entretien de ces infrastructures-là. Parce que c'est le constat qui est fait au Gabon. C'est-à-dire on construit et ensuite on a du mal à entretenir sur la durée. Parce que l'État ne facilite pas les mécanismes d'entretien. Parce qu'il y a une certaine lourdeur. C'est-à-dire que lorsque votre bâtiment, vous avez une rubrique qui est réservée dans l'investissement. D'abord, l'investissement était orienté vers vous l'avez dit au départ, vers un service qu'on avait créé dans les années 2000, dans les années 2010, la NGTI, oui, la NGTI qui était chargée des grands travaux. Donc, voyez-vous, on dépouille les ministères de leur prérogative d'entretenir leur patrimoine. Donc, ce qui serait conseillé, c'est que lorsqu'on construit un bâtiment, on prévoit des ressources pour l'entretien. Et ces ressources-là doivent être disponibles en tout temps pour permettre à ce que, si une ampoule est grillée, que le responsable, le gestionnaire, le responsable d'unité puisse rapidement s'en saisir et remplacer l'ampoule. Donc, ou passer des commandes auprès des sociétés agréées. Vous voyez? Donc, ça doit se passer comme ça. Or, aujourd'hui, la ressource dédiée à l'entretien n'est pas disponible. Donc, ce sont des mécanismes qui sont lourds et qui ne suivent pas d'effet. Parfois inexistants. Donc, voilà, c'est ce qui blesse. Donc, l'État fait un effort de construire. Vous voyez, aujourd'hui, il faudrait que le patrimoine, qui est ce bras séculaire de l'État, qui est chargé de regarder ou de suivre le patrimoine de l'État, doit pouvoir mettre en place des mécanismes qui permettent à ce que l'entretien des bâtiments soit quelque chose de régulier. Et le suivi doit être immédiat. Parce que lorsqu'il y a une fuite d'eau, mais on doit avoir un plombier disponible pour réparer. On doit avoir des pendants des ministères. Donc on doit imaginer toutes les possibilités afin que ces bâtiments qui seront mis à la disposition des différents ministères puissent être entretenus régulièrement. Pascal Koulou, donc c'est bien ça aussi le problème, c'est-à-dire construire c'est bien, construire de nouveaux bâtiments c'est bien, mais quid de l'entretien de ces bâtiments-là? Oui, je crois que, écoutez, si on voudrait être juste avec nous-mêmes, il faut se rendre compte que c'est les habitudes et les pratiques qui ont été instaurées dans la gestion des budgets. Certaines personnalités avaient la manie de condenser les dépenses liées à l'investissement pour atteindre la fin d'année, et ils avaient ce qu'ils appelaient les queues de budget. Du coup, cet argent qui aurait dû servir dans un cadre de programmation régulière pour l'entretien des bâtiments était condensé pour qu'en fin d'année, on le sortait pour d'autres usages, et ça faisait en sorte qu'il n'y avait pas de suivi. Je crois qu'il faut aller vers
une formule beaucoup plus innovante qui consiste à créer au niveau du patrimoine un mécanisme de contrôle et d'entretien systématique sur une programmation qui peut être de l'ordre de 2 ou 3 ans. Parce que là aussi, un bâtiment, ça tombe par une au bout d'une année, au bout de 2 ans. C'est au bout de 3, 4, 5 ans lorsqu'il n'y a pas de contrôle et de surveillance. Alors, le patrimoine est une entité publique qui appartient donc à l'État. Y a-t-il possible, est-ce qu'il peut y avoir une forme de collision entre cette entité publique et les autres administrations? Est-ce qu'il faut imaginer, puisque vous parlez de mécanismes innovants, est-ce qu'il faut imaginer une structure indépendante qui pourrait accompagner le patrimoine justement dans cette mission-là? Il a été créé pour ce qui est de la gestion des personnels dans différents ministères, justement pour avoir un meilleur regard sur le personnel des directions de ressources humaines internes, ce qui permettait à la fonction publique de mieux contrôler l'effectif des différents ministères. Je pense également qu'au niveau du patrimoine, on peut mettre une sorte de direction dans tous les ministères pour qu'il y ait un lien entre l'entretien et le bon usage qui est fait des bâtiments. Parce que le ministre, lui, il hérite d'un espace, enfin, le personnel administratif hérite d'un espace pour y travailler. Il va de soi que les contrats à passer avec des entreprises pour l'entretien peuvent mettre du temps, mais si au niveau du patrimoine, avec d'autres administrations, les TP, l'armée, il y a des échanges, c'est beaucoup plus simple, parce que la disponibilité et le mode opérationnel serait beaucoup plus fluide. Donc, il faut trouver une formule pour permettre qu'il y ait donc cet entretien qui se fasse de façon rigueuse. Le problème, c'est le rapport avec l'argent et le rapport à la loi, parce que des fois, les gars passent des commandes, tout le monde le sait, sur des choses qui ne servent pas, uniquement parce que, bon, cet argent est reversé sur d'autres éléments. Moi, je dis, regardez chaque fois la télévision. Les ministres font le tour de leur service et après, rapidement, il y a des coups de peinture qui sont donnés. Mais vous allez dans ces mêmes administrations, il manque de machines, il manque de papier, il manque d'encre, il manque de chaises pour s'asseoir, il manque de bureaux. Mais à chaque fois, il y a la peinture. Pourquoi? Parce que l'argent sort beaucoup plus vite au bâtiment et il revient par d'autres voies. Il faut donc au niveau du patrimoine qu'il y ait une direction qui soit capable de décentraliser les services dans tous les ministères pour un meilleur contrôle, un meilleur suivi. Je reste persuadé qu'il est plus simple et moins coûteux pour l'État d'entretenir un bâtiment que d'en construire de nouveau. On peut peut-être faire des annexes à chaque fois, mais c'est beaucoup plus simple de les entretenir. Oui, Fridolin Bemessa. Oui, je pense que Pascal a dit l'essentiel. Il faut simplement imaginer des scénarios qui permettent à ce que l'État entretienne bien son patrimoine, c'est-à-dire qu'il soit mobilier, qu'il soit des véhicules roulants ou bien qu'il soit toutes sortes de l'ensemble de son patrimoine. Et les ministères sont là déjà identifiés. Il y a le ministère des TP qui est là pour l'expertise, il y a le patrimoine, c'est-à-dire les finances. Donc, je crois que ce sont ces deux ministères-là qui doivent interagir pour mettre en place un mécanisme de suivi et d'entretien des bâtiments administratifs. Il faut simplement mettre en place un mécanisme rapide, vraiment rapide, qui permette à ce que lorsqu'on constate que dans un bâtiment, comme on va nous les mettre à disposition, c'est-à-dire la cité Émeraude, qui est une structure spécialisée pour l'entretien dans tous les domaines, c'est-à-dire au niveau de la peinture, au niveau de la plomberie, au niveau de l'électricité, ainsi de suite. Voilà, donc que des gens soient disponibles à tout moment pour que lorsqu'il y a un contact des avaries, et que ces personnes-là interviennent. Donc ce sont ces deux ministères-là, budget à travers le patrimoine et ministère de TP avec le service dédié, pour qu'ils travaillent de commun accord afin de trouver un mécanisme qui permette d'entretenir le patrimoine de l'État. Pascal Koulou, alors dans l'une de ses interventions, Fridolin Bemessa est revenu sur l'audit souhaité, initié d'ailleurs par le ministère des Finances sur ce pan en lien avec les baux administratifs, l'allocation donc de l'État. Les inquiétudes de Fridolin Bemessa, c'est celle de ne pas voir les résultats de cet audit-là. Alors les audits, il y en a qui ont été faits dans notre pays dont on n'a jamais eu les résultats. Est-ce que vous pensez que là, c'est un véritable test pour Henri-Claude Oyema? On connaît le grand banquier qu'il est, le grand financier évidemment, qui a bâti un empire à travers la BGFI Banque, qui a donc un nom au-delà du Gabon évidemment dans le monde, puisqu'il a été
pendant plusieurs reprises. Il a reçu des prix en tant que manager de l'année dans le domaine financier, plus spécifiquement en ce qui concerne la banque. Mais est-ce que vous pensez, là, il entre dans un gouvernement, la politique, est-ce que vous pensez qu'il joue sa crédibilité avec cette Je crois réforme-là? que là, nous parlons de fonds publics, nous parlons de fonds du Trésor, c'est-à-dire c'est une affaire qui concerne tous les Gabonais. Vous savez, l'argent public, c'est vous, c'est lui, c'est moi, c'est toutes nos dépenses qui participent et les taxes que les entreprises paient qui participent à ce que le Trésor public soit régulièrement fourni. Lorsque l'on annonce une situation qui est une situation d'ordre public et qui pénalise dans le fond quand même l'usager et qui ne donne pas une administration, qui ne donne pas des services publics dynamiques, je crois que le ministre est tenu d'aller jusqu'au fond de la situation en publiant, comme M. Fridolin l'a souhaité, que l'on sache que tel bâtiment appartient à telle personne et voilà le coût qui était consenti en matière du loyer et pour établir des équivalences. Parce qu'aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est qui arrête les barèmes en termes de location? Pourquoi tel bâtiment vaudrait 100 millions, tel autre 60, et ainsi de suite? C'est quoi l'élément de référence? Donc, toutes ces choses doivent être rendues publiques. Et pour le ministre Henri-Claude Oyima, je crois que l'objectif n'est pas d'émousser les gens, mais c'est aujourd'hui d'apporter la rigueur financière qu'il exécutait dans sa banque, qu'il a rendue performante, pour que nos ressources publiques soient mieux gérées. Donc, c'est un défi personnel, mais c'est également aussi l'un des axes soulignés par le président de la République quand il parle d'assainir les finances publiques. Donc, il a mis là une personnalité outillée. L'avantage, en parlant de l'homme sur le plan personnel, c'est que je crois qu'il est à même d'être hors pression. C'est-à-dire, Henri-Claude Oyima ne subira pas de pression comme pourrait le subir quelqu'un d'autre qui aurait besoin d'arrondir les intendances. Donc, c'est une mission d'assainissement. Et quand on dit mission d'assainissement, ça veut dire régularité, ça veut dire publication, ça veut dire aussi qu'il y aura, in fine, des sentences en termes de punition. Ça peut être des saisies, ça peut être des prisons, mais dans tous les cas, M. Henri-Claude Oyima doit montrer que l'État, aujourd'hui, en ce qui concerne les fonds publics, a changé de paradigme. Je crois qu'il a mis le doigt là où ça met. Il a circonscrit le problème. Il a constaté qu'entre 2012 et 2025, ouais, il y a eu explosion. Donc, il sait exactement qu'est-ce qu'il va chercher et où, puisqu'il a circonscrit le problème. Donc, il revient au ministre de dire, à cette période, voilà ce que j'ai constaté. De 2012 à 2025, voilà ce que j'ai constaté. Voilà les anomalies, voilà. Et il pose ça sur la place publique pour que les Gabonais aujourd'hui, qui ont envie de savoir, puissent se rendre compte que le paradigme a véritablement changé avec l'entrée des Gabonais dans la Ve République. Il faudrait que la pratique change. Il faudrait que les gens n'aient plus peur d'être sanctionnés. Je pense que la sanction, elle est à double tranchant. Soit elle est négative, soit elle est positive. Si vous travaillez bien, la sanction sera positive. Si vous travaillez mal, la sanction sera négative. Donc, je pense qu'il joue sa carte. Ça, je peux le dire, je peux l'affirmer, il joue sa carte parce qu'il nous a donné les éléments de le juger. On va le juger, le citoyen va le juger. On va dire, bon, pour la formation, il a réussi. Pour le dit d'entretien, il a réussi ou il n'a pas réussi. On va le juger là, moi je pense. Attendu donc les résultats de cet audit initié par le ministère de l'Économie et des Finances en rapport avec les baux administratifs qui sont gelés pour le moment. Évidemment, le gouvernement résolument engagé à maîtriser la dépense publique. Autre information, et pas de moindre, ce 27 mai 2025, les Gabonais ont appris très tôt la disparition au Maroc de l'une des figures emblématiques du paysage politique gabonais de ces dernières décennies. Il est militaire de formation générale, le général Idriss Firmin Ngari, qui a donc été rappelé à Dieu, décédé au Maroc. Le général Ngari a été également un acteur politique, plusieurs fois ministre sous Omar Bongo Ondimba. Idriss Firmin Ngari a également été député de l'Assemblée nationale, originaire de la province du Haut-Ogooué, au sud-est du Gabon, plus précisément dans le département dans la commune de Ngoni. Évidemment, Idriss Firmin Ngari a également été un passionné de
football, puisqu'il fait partie des fondateurs du Football Club Canon 105, qui est l'équipe qui a le record en termes de titres remportés au Gabon, le palmarès en ce qui concerne le championnat. 11 fois champion du Gabon, le Canon 105, cher à Idriss Firmin Gary. Et d'ailleurs, pour cette saison 2024-2025, on a vu le président fondateur Idriss Gary au stade qui porte son nom dans la commune d'Ovendo, toujours au chevet du Canon 105 pour rassurer les jeunes. Il a formé plusieurs générations de footballeurs gabonais. Le Parti démocratique gabonais, dont il a été l'un des hiérarques, a fait un communiqué par le truchement de la secrétaire générale Angeline Goma pour saluer la mémoire d'un camarade assidu ayant participé évidemment à faire grandir le Parti démocratique gabonais, ayant été de toutes les batailles au sein de cette formation politique. Pascal Nkoulou, on vient de perdre un commis de l'État, Oui, un homme engagé. En ce qui concerne, nous parlions là de mémoire d'archivage de l'État. Je crois que M. Idriss Ngari s'inscrit dans la logique des grands hommes d'État. Vous savez qu'il était ministre, que lorsqu'il était député à l'Assemblée nationale, ses interventions ont relevé quelqu'un qui avait un grand engagement pour sa patrie. Je me rappelle particulièrement l'une de ses interventions au cours desquelles il invitait le Premier ministre, là nous parlons des dépenses publiques, à faire preuve de rigueur en ce qui concerne la gestion donc des fonds publics, parce qu'il disait, nous aussi nous avons été au gouvernement et nous savions exactement où chaque centime allait. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas venir à l'Assemblée nationale et nous dire que vous ne maîtrisez pas la dépense. Alors à quoi servent les ministères si vous ne maîtrisez pas la dépense? Il y avait cette fait de chose. Et il y a eu la question sur la gestion du flux migratoire dans notre pays. Il avait pris des mesures très fermes. Voilà. Il disait, quelles que soient les conditions, nous pouvons, si nous le voulons réguler aujourd'hui, la présence clandestine ou la présence auto d'étrangers dans notre pays. C'est quelqu'un qui a toujours fait preuve d'un engagement avéré quand il était c'est quelqu'un d'entier. D'entier, non seulement d'entier, mais de très engagé. De très engagé au service de l'État. Et c'est malheureusement ce qui a manqué ces 14 dernières années, c'est de voir des gens qui s'investissaient pour l'État, pour laisser aux Gabonais des traces, des sillons sur lesquels d'autres responsables peuvent s'engager. Aujourd'hui, notre pays perd là un grand homme, perd son âme et courage à la famille. Souhaitons que beaucoup de personnes aient en mémoire tout ce qu'il a donné au Gabon pour que nous ayons la capacité à toujours nous rappeler ceux qui ont meublé notre histoire. Idriss Firmin Ngari, homme entier, disait Pascal Nkoulou, Fridolin Vemessa, ce qui lui a d'ailleurs valu ce pseudonyme de général Tonnerre, du fait de son caractère bien trompé. Pascal a pris un bel exemple, cette opération menée en 1995 pour essayer de maîtriser le seuil en ce qui concernait la présence, seuil de tolérance, de présence des communautés étrangères dans notre pays. Donc il n'hésitait pas en tant que militaire d'aller sur le front, de pouvoir faire respecter la loi. Parce qu'il avait l'amour du pays, parce qu'il aimait son pays de par vers tout. Donc, il était, en tant que militaire, il était prêt, effectivement, à mourir pour sa patrie. Donc, on l'a vu lorsqu'il était ministre de la Défense, on l'a vu lorsqu'il était ministre dans les différents ministères, on l'a vu à l'Assemblée avec ses prises de position. Je pense qu'il est l'un des dignitaires du pays qui ont apporté quelque chose de significatif à notre pays, au niveau de la cohésion nationale, au niveau de l'unité. Il ne s'est pas contenté parce qu'il était originaire du Haut-Togo, donc il a formé plus d'un Gabonais au niveau de l'armée, il a incorporé beaucoup de jeunes. Je crois qu'il a créé une équipe de football, comme vous l'avez dit, qui était un multi-pot où on retrouvait tous les ressortissants de tous les coins du Gabon. Je pense que c'était un grand homme d'État, un monsieur social, parce qu'il avait une association dynamique, Tsumo. Donc, ouais, donc c'était un rassembleur et quelqu'un de décidé, quelqu'un de franc, quelqu'un de direct, parce qu'il ne mâchait pas ses mots lorsqu'il voulait exprimer son opinion.
il n'allait pas avec le dos de la cuillère. Donc vraiment, nous reconnaissons ses qualités et tout ce qu'il a fait pour le Gabon et que la terre lui soit reja et beaucoup de courage à la famille. Merci Fridolin Vemessa, merci beaucoup pour votre passage dans cette émission 21h Le Grand Rendez-vous. Merci également à vous Pascal Koulou d'être passé. On aura l'occasion évidemment de vous retrouver dans la semaine. On a rendez-vous d'ailleurs, je pense, le jeudi prochain dans l'émission Ligne de Mire pour continuer à décrypter l'actualité. Le ministre a regardé également les voitures parce que l'État a un patrimoine qui porte la suspicion. Il faut regarder aussi le matériel roulant administratif. Oui, il faut tout regarder parce que là, il y a beaucoup à dire. On va poursuivre justement l'échange sur ce point, peut-être jeudi dans Ligne de Mire, s'il plaît à Dieu. Merci beaucoup de nous avoir regardés. Ainsi se referme 21h le grand rendez-vous de ce mardi 27 mai 2025. Bonne suite des programmes sur Télé Africa.